Bah, ça, c'est chez moi que ça a sonné là. Ouais, je vais aller voir par contre. Du coup, pas d'orage, hein. Moi, j'entends encore un petit peu le tonnerre. Les nuages ont l'air de partir, donc il y a de plus en plus de soleil. Bon, ça fera un contraste avec le texte. Bonjour Mailleux. Salut Daoro. Aujourd'hui, on va refaire un book club, même si c'est pas vraiment un livre, sur un sujet peut-être pas le plus enthousiasmant et joyeux par contre. Du coup, avant, on va se donner un peu de courage avec du thé. Voilà. Qu'est-ce que tu bois aujourd'hui? Un thé japonais qui s'appelle Meiryoku. Jamais entendu parler. Apparemment, c'est le nom du cultivar. Il est plutôt sur des notes fruitées. Il y a toujours du végétal, mais ouais, il y a un côté frais, fruité qui est assez intéressant. Et c'est un Nishibancha, thé de première récolte. Thé vert donc, hein, c'est ça? Oui, thé vert. Celui-ci vient de Kagoshima, apparemment. Et toi, qu'est-ce que tu bois? Là, j'ai fait un sencha qui n'a pas d'autre dénomination que c'est un sencha. Mais j'avais pas envie de chaud ce matin, du coup, je l'ai infusé à froid, une demi-heure, 40 minutes dans de l'eau froide. C'est sympa, ça fait une boisson fraîche, désaltérante, mais quand même avec un peu de goût et sans calories du coup, parce qu'il y a vraiment que les feuilles qui ont infusé. Ça marche avec la plupart des thés. Il y a plein de gens qui utilisent des thés parfumés, évidemment, parce que ça rappelle plus des boissons style iced tea ou ce genre de choses. Mais ouais, ça peut marcher avec certains thés. Avec les oolongs aussi, ça marche bien, parce qu'ils sont souvent presque vanillés ou très floral. Donc c'est souvent assez intéressant. En suivant un stream de Canard PC, ça parlait de The Last Messiah, le dernier Messie, comme quoi c'était un peu un texte tristoun mais intéressant. Du coup, je t'ai proposé qu'on le lise parce qu'il est assez court. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire, toi qui l'as découvert, parce que je t'ai mis ça sous le nez? C'est un essai d'une dizaine de pages, en gros, d'un philosophe norvégien, tu m'avais dit, c'est ça? Norvégien, ouais, même s'il a l'air d'avoir un nom très allemand, Peter Wessel-Zapf. En effet. En termes de philosophie, il a l'air assez nihiliste, quasiment du nihilisme destructeur. Sa thèse, d'une certaine manière, là-dedans, c'est que on réfléchit trop, nous, en tant qu'humains, en tant qu'espèce, et que c'est pas bon pour nous. Et donc, il décrit 4 façons qu'on a de vivre avec cette abondance de conscience, comme il dit dans le texte. Et il n'a pas une vision très joyeuse des choses. Ah ouais, non, là, alors, tout est horrible, tout est sombre, rien ne va, quoi. Voilà, et puis sa conclusion, au final, c'est une conclusion très nihiliste et très négative. Il donne pas vraiment d'alternative constructive d'une certaine manière. C'est d'ailleurs un truc qui m'a surpris dans le texte. Là, c'était vraiment la première fois que je lisais un texte nihiliste, pas juste avoir entendu parler de bouche à oreille ou peut-être dans un cours, le nihilisme en 2 mots, qu'est-ce que c'est? Et effectivement, tout le texte, c'était voilà ce qui va pas, voilà pourquoi c'est horrible de vivre, voilà pourquoi l'existence est vaine et ne sert à rien, certes. Mais à la fin, j'espérais un petit twist de voilà une solution. Et en fait, non. C'est vraiment, ben non, il n'y a pas d'échappatoire. Comment t'as ressenti ça, toi? Est-ce que c'était la première fois aussi que t'as rencontré un texte nihiliste comme ça ou... Pareil, c'était le premier texte que je lisais qui était, on va dire, ouvertement nihiliste. Jusqu'à présent, j'avais jamais trop lu de ce courant philosophique. Donc ouais, dans le texte, il parle de ces 4 manières dont on vit avec cette abondance de conscience. Et je trouve qu'il y a certaines de ces manières qui traitent comme n'étant pas des solutions, alors que ça en est. Il décrit ça en disant, bah voilà comment on vit avec, et le sous-texte, c'est ces 4 solutions sont négatives, sont pas idéales. Comme lui, il l'approche en tout cas, ouais, tout à fait. Et donc, en effet, comme tu dis, on s'attend à ce que dans la conclusion, peut-être qu'il va être en partie négatif, mais comment il offre une solution à ça? Alors qu'en fait, il décrit, bah, c'est comme ça, et puis la seule solution, c'est sa phrase finale, c'est connaissez-vous vous-même, soyez stérile et que la Terre se taise après vous. Donc arrêtez l'espèce humaine, globalement. Il faut quand même nuancer un petit truc, hein. Il n'est pas nihiliste au sens qu'il faudrait tout détruire, tout arrêter, voilà. Lui, il parle vraiment que en tant qu'humain, on pense trop pour notre propre bien. Et donc, le seul moyen de s'échapper de ça, c'est juste d'arrêter d'être humain. Mais il n'est pas à dire qu'il faudrait éliminer toute la vie partout, par exemple, hein. Mm. Il considère, de ce que je comprends en tout cas,
que des arbres ou des animaux ne pensent pas assez pour avoir conscience de leur propre souffrance, donc ils souffrent pas. Donc là, du coup, tout va bien. C'est plutôt comment s'échapper de la souffrance humaine. Bah, c'est simplement en arrêtant de perpétuer l'espèce humaine. Bah, merci pour la solution. Parmi les 4 manières qu'il décrit comme étant une manière de vivre avec, la toute première méthode qu'il appelle l'isolement, sa définition, c'est un rejet totalement arbitraire de la conscience de toute pensée et sentiment dérangeant et destructeur. Mhm. C'est ce qui, à mon avis, collerait le plus à une approche qui serait stoïque ou bouddhiste, même si c'est pas tout à fait ça non plus, parce que dans ces approches, on n'a pas un rejet de la pensée, mais juste l'acceptation que les pensées sont aléatoires et qu'il faut pas forcément les suivre. Mais en même temps, pour moi, ça, c'est pas une manière de faire avec, c'est une solution au problème de la souffrance, parce que dans la définition bouddhiste, il y a une vraie souffrance qui peut être physique. Tu te cognes, t'as mal, tu souffres, mais la plupart du temps, on se réinflige de la souffrance derrière, en plus faisant « Oh là là, je suis trop bête, je me suis cogné ». Et ça, c'est une autre forme de souffrance, et les bouddhistes disent que la plupart de nos problèmes, c'est cette seconde souffrance, et qu'on peut ne pas avoir cette seconde souffrance. Évidemment, on va souffrir parce que y a des gens qui meurent autour de nous, on se fait mal, etc. Mais on n'est pas obligé de se réinfliger constamment la souffrance. C'est exactement sur ce genre de souffrance-là que lui, il s'attarde et qui considère que c'est celle qui est insupportable. Un arbre qui aurait une branche coupée peut souffrir de... C'est vraiment physique. Par contre, il va pas penser plus loin. Et c'est pas une souffrance dont on peut jamais s'en remettre, en fait. Alors que lui, il est vraiment sur l'idée que de réfléchir, c'est déroutant. Et c'est ça qui nous cause de la souffrance, par exemple. Ces 4 points-là, toi, tu parlais en termes de solutions pour ne plus faire attention à cette souffrance sous-jacente. Lui, il le voit plutôt comme des tentatives d'évitement ou de se voiler la face. Mm. On met en place des mécanismes pour ne pas remarquer qu'on souffre, alors qu'en vrai, on souffre quand même. Ouais. Il n'a pas envie de considérer que c'est des moyens de s'en sortir et que justement, il n'y a pas d'échappatoire. Son point de départ, qui est que c'est purement un mécanisme de défense et pas une solution, pour moi, me paraît faux, ou peut-être incomplet. Dans cet essai-là, je trouve que il manque une partie qui expliquerait pourquoi est-ce que, d'après lui, c'est vraiment du pur mécanisme de défense et pas une solution, en fait. Parce que j'ai l'impression que pour lui, c'est acquis que c'est un mécanisme de défense et que ça ne peut rien être d'autre. D'après la page Wikipédia, là, suite à cet essai, il a développé un petit peu tout ce qu'il raconte dedans dans un livre. Après, j'ai pas de résumé du livre, on n'a pas été le lire non plus. Ouais, peut-être ça serait intéressant d'aller voir, mais... Si on revient un peu sur ces méthodes de défense Hmm. qu'on pourrait considérer comme solution, tu as cité la première qui était l'isolement. Pour les citer toutes les 4 en une fois pour avoir une vue d'ensemble, donc il y aurait l'isolement, l'ancrage, la distraction et la sublimation. Est-ce que parmi celles-ci, il y a une autre peut-être des 4 là qui t'a parlé ou qui résonne un peu La sublimation qui pour lui est en gros une conversion des choses négatives en positives, et il me semble que ce qu'il cite principalement dans la sublimation, c'est le processus artistique. Mhm. Je vois pas ça comme un pur mécanisme de défense, mais comme une vraie solution finalement, parce que c'est une manière de gérer ces choses-là et de montrer aussi que on a tous une souffrance qui est commune et que c'est pas forcément un lot purement personnel. Mhm. De nouveau, j'ai pas l'impression que ce soit négatif comme manière de gérer ça. Il voit ça pas comme une solution. Cette sublimation serait un peu la capacité à transformer des agonies dans des expériences de vie qui sont plaisantes, mais lui, il considère que en fait, ça marche que du moment que le truc le plus douloureux est un petit peu passé, en fait, que ça s'est un petit peu calmé. Et il cite comme exemple le fait que si tu es en montagne en train d'escalader quelque chose, tu vas pas regarder en bas tant que tu te sens pas un minimum en sécurité pour le faire, parce que sinon ça va te faire peur, tu vas être déstabilisé, voilà. Donc il dit cette sublimation, elle fonctionne que du moment que le danger, il est un petit peu réduit, quoi. Oui, non, pas forcément, parce que justement, peut-être que parce que tu es en grand danger, en grande détresse, tu peux en ressortir des choses pour transformer ça en des trucs plus positifs et faire que ça fonctionne. Donc moi aussi, je le vois comme ça peut clairement être une solution. Ouais. Je suis loin d'être expert en philosophie ou nihilisme ou quoi que ce soit. Peut-être qu'il y a vraiment quelque chose qui me manque pour comprendre son point de vue. Mhm. Mais souvent, on mélange ce qu'on ressent. Par exemple, le stress ou l'anxiété, dans certains cas,
on considère nos réactions physiques comme du stress et de l'anxiété. Mais en fait, ces émotions, parce que les émotions, ça démarre vraiment avec des sensations physiques, souvent, elles sont communes à d'autres. Alors, il y a des cas de figure où on a vraiment de l'anxiété, vraiment du stress, mais il y a des cas de figure où en fait, c'est de l'excitation aussi. Mmh. Le cœur qui accélère, avoir potentiellement des suées ou ce type de choses, ça peut être aussi une excitation pour ce qui va venir. Mais souvent, j'ai l'impression qu'on a un peu, par défaut, ce réflexe de mettre quelque chose de négatif sur l'émotion, au lieu de mettre quelque chose de positif. Je sais pas s'il n'y a pas aussi un espèce de mélange de ce type-là de sa part. L'exemple de l'alpiniste, quelqu'un qui a vertige, de toute façon, de base, il ferait pas forcément d'alpinisme, mais un alpiniste, il aurait pas forcément peur de regarder en bas. Ça fait partie de jauger le danger d'une situation et quelle va être la solution pour se sortir de ça. Donc ouais, je sais pas s'il y a pas un mélange de ce type. Pour rebondir sur ce que tu dis, j'ai juste vu une ligne, dans un commentaire, de lecture de quelqu'un que selon lui, Zapfay, il se trompe un petit peu sur, certes, la crise existentielle, elle peut arriver facilement. Par contre, ça veut pas dire que la joie de l'existence est en permanence, hors de portée. Mmh. Alors que pour, Zapfay, ça l'est. Et peut-être que justement, il y a ce petit truc, tu vois? Où il se dit, «Ah non, mais on a de la panique existentielle, donc il y a que ça qui est possible. La joie existentielle, c'est pas atteignable parce que c'est trop court ou autre». Si, mais juste il le remarquait pas que c'était atteignable. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de ce type-là qui est en place. Après, il y a un vrai problème sociétal d'une certaine manière où c'est pas des choses qu'on apprend. On n'apprend pas à gérer notre mental en fait. Mmh. On n'a pas vraiment des cours d'éducation mentale comme si on considérait que par défaut on savait gérer son cerveau. Ce qui, je pense, est complètement faux. J'ai pas l'impression que ce soit que mon expérience personnelle. Ah ouais, clairement, on gagnerait un petit peu, d'apprendre à prendre soin de notre esprit et pas juste de notre corps, ouais. Je pense qu'il y a quand même des évolutions qui vont dans la bonne direction par rapport à il y a 10 ans, 50 ans ou 100 ans ou même plus, mais on n'est pas encore là, quoi. Au moins, cette réalisation-là de dire que Zapfé avait peut-être pas compris que, ben non, même si c'est pas forcément évident, mais la joie existentielle est quand même apportée. C'est un peu rassurant suite au texte, qui est quand même un peu, «Il n'y a pas de solution, c'est horrible», bon voilà, ben non, en vrai il y en a, c'est juste qu'il a peut-être pas remarqué que dans ces mécanismes de défense, justement, il peut y avoir une solution, en fait. Ça me rassure que j'ai pas juste quelque chose qui me manque complètement pour comprendre la chose. Après, sur le texte lui-même, enfin, moi je l'ai trouvé très facile à lire. Oui, c'est vrai. Tu l'as lu en anglais aussi, toi? J'ai lu en anglais, ouais. Simplement qu'il était disponible comme ça, librement, alors qu'en français, il aurait fallu, aller le trouver en librairie pour l'avoir, quoi. D'ailleurs, les 2 seront dans les notes de l'épisode, hein. La version que moi j'ai lue, qui est disponible sur openairphilosophy.org, c'est une mise en page sur 2 colonnes avec pas mal d'images. Autrement, j'ai mis un lien pour, trouver une version imprimée en français qui fait Mmh. 48 pages, donc je pense que ça doit être un petit livre. Peut-être que j'irai le prendre en français pour lire la traduction française. Si on reprend encore un des autres moyens de défense sur, l'ancrage, pour le parallèle au bouddhisme, donc l'ancrage, c'est on va s'attacher à quelque chose, parce que ça va nous permettre de mettre, du sens quelque part, ça nous rassure aussi, on est attaché à quelque chose de connu et du coup, ben, si c'est connu, c'est un peu plus rassurant, on n'est pas déstabilisé parce que c'est des choses, auxquelles on a l'habitude, et cetera, et cetera. Lui, il dit que ces attachements, en fait, ça nous sauve, alors que le bouddhisme, va dire: «C'est justement ça qui nous retient». Zapfel, là, il est quand même un peu conscient que en même temps, ils nous sauvent, mais en même temps, on les déteste aussi parce qu'ils restreignent notre liberté. Forcément, si on veut aller à autre chose que ce qui nous attache, on perd cet attachement, donc on perd cette sécurité. Si on a des attachements différents, ben, quand on rencontre d'autres personnes qui vont avoir des attachements qui sont différents aux nôtres, ça va mettre en place une dynamique de conflit. Mmh mh. Il cite, oui, dans les attachements, bah, l'Église, l'État, ou une forme de moralité aussi, hein, il cite pas mal de ces choses-là. C'est un peu le mécanisme de société par défaut. Je pense qu'on peut dire que toute société a un ancrage commun, mais on a plusieurs formes de société. Il y a eu bah, des sociétés religieuses, des sociétés maintenant athées, mais il y a toujours un ancrage qui est, ben, on a des lois communes. On les considère peut-être pas tous comme valides, mais dans la majorité, on considère que ces lois-là ont du sens et qu'on accepte de vivre tous ensemble en les suivant.
le fait que les sociétés, elles vont se rassembler autour de toutes ces normes, ces valeurs, ces choses connues en fait. Comme toutes les sociétés n'ont pas tout le même ensemble commun, forcément ça peut un peu créer des frictions. Et c'est comme tu disais, contradictoire avec l'approche bouddhiste qui est plutôt de dire non, justement, il faut que ces attachements communs, on s'en libère et que c'est comme ça qu'on aura une vraie liberté. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que c'est le chaos. Le bouddhisme ou ce type de philosophie, même dans le cas du stoïcisme, il y a quelque chose de très commun avec la phrase de Proudhon, je crois, qui est que l'anarchie, c'est l'ordre moins le pouvoir et pas juste le chaos, justement. Ça fait aussi partie des choses qui manquent, c'est-à-dire qu'il a l'air de considérer qu'on ne peut pas élever l'humanité au rang d'adulte et que l'humanité restera d'une certaine manière enfant. Je vois ce que tu veux dire parce que lui, il considère que on est ancré à des choses, mais du coup, ça nous retient. Et puis, si on veut changer ces ancrages, en partie, c'est difficile parce que justement, si on les perd, on n'a plus ce mécanisme de défense qui marche pour nous protéger de la panique existentielle. Mm. Donc, si on veut aller changer ces ancrages, il y aura une forte résistance dessus parce qu'on veut lutter contre cette panique existentielle qui pourrait advenir après. Si on veut supprimer ces ancrages ou s'ils sont supprimés contre notre gré, on se retrouve sans, donc dans l'inconnu, donc la panique existentielle remonte et c'est compliqué et ça nous retient. Et lui, il considère qu'on ne peut pas arriver à un certain niveau de détachement, donc qu'il n'y a pas de solution. Alors que justement, dans ce que tu dis, peut-être que s'il avait été soit exposé, soit qui s'accordait avec des pratiques zen, bouddhistes ou stoïques, peut-être qu'il aurait dit non, ok, quand il y a cet ancrage qui change, ça pose problème, mais qu'on peut s'en défaire et s'élever de ça. Mm. Alors que lui, il n'a pas cette vue. Oui, il a l'air de considérer qu'on ne peut pas dépasser la crise existentielle. Qu'une fois qu'on est en crise existentielle, c'est final. Mais il y a d'autres philosophies qui considèrent que c'est pas super fun d'être en crise existentielle, mais que c'est pas final et qu'il y a quelque chose derrière. Ouais. Mais que ça demande du travail. C'est un peu le paradoxe aussi, c'est que c'est un peu la victime qui doit travailler, dans le sens où on est victime de cette crise existentielle, et qu'en plus d'être victime de ça, il faut fournir un travail pour le dépasser. C'est bien pour ça que son essai-là est considéré comme un des essais les plus pessimistes. Heureusement, je ne suis pas d'accord avec lui. Et je pense aussi qu'il y a quand même plein de joies qu'on peut constater et avoir au jour le jour, et que c'est peut-être bien un signe que une joie existentielle globale est atteignable. Pas facile à atteindre, mais atteignable. Quatrième point dont on n'a pas encore parlé qu'il aborde, c'est la distraction. Là, il le définit comme une limite de l'attention à certaines choses qui nous captivent. Les gens sont en train de mourir de faim. Si on leur faisait des jeux du cirque comme ça, ils y penseront plus. C'est un peu le même principe, mais pour une crise existentielle, distrayons-nous en faisant des choses pour ne pas y penser. Rapport avec le minimalisme digital, le côté réseaux sociaux et ce fait qu'on a tendance à constamment consommer des choses pour au final ne pas laisser la place à la pensée. Évidemment, à son époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, mais ça correspond parfaitement à ce qu'il appelle distraction dans ce cas-là. Pour citer un petit peu le texte, les avances technologiques pour la vie humaine devraient être évaluées avec leur capacité à nous permettre une activité spirituelle, donc mentale, améliorée, mais en même temps, elle détruit la nature même de ce qui nous permet de pratiquer ces activités-là. Il n'est pas du tout en train de parler de numérique parce que le texte a été écrit en 1933. Alors qu'en fait, ça marche complètement pour parler de TikTok aujourd'hui, par exemple. C'est assez aligné avec la vision de Cal Newport, qui est qu'on a vraiment tendance à juste accepter la technologie comme présente et inévitable, sans jamais se demander est-ce que les gains que j'ai avec cette technologie sont supérieurs aux effets négatifs. Et je suis assez d'accord avec ça. Je suis développeur, donc évidemment, je passe mon temps sur un ordinateur et beaucoup de gens sont surpris quand je leur dis que je suis pas pour une technologie partout et omniprésente. Mais non, je suis pas pour une technologie partout et omniprésente. Ça me paraît pas être une bonne idée et surtout une acceptation constante et sans réflexion de ces évolutions. De pouvoir consommer en permanence du contenu, que ce soit TikTok ou lire des choses sur Internet ou se causer sur des réseaux sociaux ou messagerie, quoi. Ben oui, il y a un gain immédiat à très court terme parce que effectivement, je m'ennuie un petit peu à l'arrêt de bus en attendant le bus, je peux interagir avec mon téléphone, très bien.
À l'inverse, il y a la perte quand même de capacité à pouvoir être seul avec soi-même, pouvoir, traiter un petit peu ses pensées, ne peut-être pas faire que des mauvaises pensées s'accumulent. La perte aussi de capacité à interagir avec les autres de manière spontanée, parce qu'il y aura peut-être quelqu'un à côté de nous à l'arrêt de bus avec qui on aurait pu échanger 3 mots et avoir une vraie interaction, signifiante par rapport à, juste, un truc désincarné, voilà. Il y a quand même, avec ces évolutions, des gains à très court terme, qui sont bénéfiques, mais c'est compensé par, des pertes à long terme, qui sont bien plus négatives. Ouais. On a probablement dit ça de l'arrivée des journaux qui tuaient la conversation, de la radio qui tuait le fait que les gens savent pas lire, de la télévision qui fait que les gens, pouvaient plus utiliser la radio. Donc est-ce que c'est pas un discours de vieux con? Mais quand même, je Oui et non, dans le sens où c'est pas la technologie elle-même qui est mauvaise, c'est l'usage qui en découle. Quand les gens disent: «Ah, les gens sont sur leur smartphone en continu». Il y a cette photo qui sort où on voit un wagon de train ou peut-être un bus, je sais pas, où tout le monde est le nez dans son journal en disant: «Rien n'a changé». Rien n'a changé du point de vue où on regarde un seul objet au lieu de regarder autour de nous. Mais il y a une différence dans la consommation, dans la vitesse de consommation. Enfin, il y a toutes ces choses-là mmh, qui sont à prendre en compte. Et il y a aussi le fait que passer son temps dans le journal, c'est maintenant pas considéré comme négatif, mais c'est aussi maintenant pas considéré comme négatif parce qu'on vit avec depuis des centaines d'années. Est-ce qu'on a besoin de lire le journal tous les jours? Est-ce que cet accrochement aux news, comme on dit, est vraiment nécessaire et vraiment une bonne idée? D'être constamment accroché à l'actualité, c'est très négatif parce qu'il y a zéro recul sur ce qui se passe et on est constamment dans la réaction et pas du tout dans la réflexion. j'ai trouvé intéressant dans cette approche-là de dire que ces distractions, c'est, justement un moyen d'oublier une crise existentielle. J'avais peut-être tendance, avant d'avoir lu ça, à considérer que nous tous, on est de plus en plus captés par, des distractions numériques parce que, dopamine c'est fait exprès pour nous distraire. Mais en vrai, derrière, est-ce que c'est pas aussi un autre signe que l'époque est quand même, assez anxiogène et n'offre pas beaucoup de perspectives, Mmh. merci la destruction de tout par, le capitalisme, excessif, par exemple. Le seul moyen de fuir ça, c'est, d'aller se réfugier dans, justement ce qui est bien disponible, et que ça s'auto-alimente en fait. Mmh. On était prêt à, mordre à l'hameçon de ces distractions-là parce que justement l'environnement, nous pousse à vouloir, l'oublier et à s'évader et du coup à se distraire, Mmh. Je suis assez d'accord, mais c'est aussi parce que c'est la distraction la plus facile d'accès. Presque plus, je dirais, parce que Mais est-ce que si on vivait dans un monde plus égalitaire avec, moins de tensions de pauvreté, moins de stress de performance au travail, moins d'inégalités, est-ce qu'on aurait eu moins d'usage aussi par, toutes ces technologies qui font qu'on a envie d'y rester et d'y retourner? je pense parce que c'est un peu une boucle qui s'auto-alimente. Mmh. Moins on a le temps de penser, moins on prend le temps de penser, donc moins on a le temps de penser. On voit qu'il y a un côté aussi adaptatif qui est que quand on reste dans une situation très longtemps, on finit par juste accepter la situation sans la remettre en question. L'échappatoire à ma vie de tous les jours, c'est soit allumer la télé en rentrant, soit regarder son téléphone et pas se poser pour réfléchir, aller marcher dehors, je sais pas. On a quand même tendance à beaucoup accepter ces situations comme la seule alternative d'une certaine manière. Je suis assez d'accord avec ça. Autant sur les autres descriptions de mécanismes de défense, ça aurait pu être des solutions. Donc, l'isolement et la sublimation, là, ça peut être des mécanismes, de défense, mais aussi des solutions. Alors que là, je trouve que la distraction, c'est vraiment là juste un mécanisme de défense. On va certes se distraire, mais on va oublier les problèmes, mais on va jamais les corriger. Son état des lieux de ces 4 manières de vivre avec est toujours vrai aujourd'hui. Je suis d'accord avec lui dans son état des lieux, mais c'est sa conclusion avec laquelle je ne suis pas d'accord parce que je pense que dans sa conclusion, ce qu'il dit, c'est une solution, en effet, l'une des solutions, mais je pense que l'isolement et la sublimation auraient dû aussi faire partie des solutions. Tout à fait. Par contre, ouais, comme tu dis, c'est tout ce qu'il décrit est toujours valide sur la manière dont on vit maintenant. Tu recopies le texte, tu en fais un blog, post sur, Medium et ça marche, quoi. Quelle pensée contemporaine et non, 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 le truc, il a bientôt 100 ans, là. Ça pourrait bien marcher, ouais. Il y a beaucoup de textes hein, comme ça, tu les reprends, tu changes un peu le vocabulaire et tu les repostes sans dire qu'ils ont 100 ou 200 ans et les gens disent: «Ah oui, c'est génial». Je me souviens plus du titre ni de l'auteur malheureusement, donc ça va être
pas super intéressant, mais il y a un texte anarchiste qui est très court, 2 ou 3 paragraphes maximum. Si on prend le texte et qu'on remplace, anarchisme par, management moderne, et bah, ça correspond parfaitement de nos jours à tous les mouvements de auto-organisation dans les entreprises et cetera. Tout le monde dit: «Ah mais oui, c'est comme ça qu'il faut que les entreprises se gèrent et cetera». Oui, c'est un texte anarchiste, c'est pas du tout un texte, Trop bien. et je suis d'accord avec les prémices de ce texte-là, en l'occurrence. C'est comme ça qu'il faudrait qu'on se gère, en effet. Mais dès qu'on met un label anarchiste dessus, ben, d'un coup, les gens disent non. Par contre, on remplace ça par auto-organisation ou management ou je sais pas quoi. Et puis là, c'est ah, mais oui, très bonne réflexion. Est-ce que tu as apprécié ce texte? Est-ce que c'était un bon moment? Enfin, un bon moment, dans le sens, c'était intéressant d'être exposé à ça? Qu'est-ce que tu en retires en termes de satisfaction? Ouais, je trouve que c'était intéressant. Le fait qu'il soit facile à lire aussi, je trouve, a aidé. Après, clairement, le sujet et l'approche qu'il en a est pas du tout positive. Comme je suis pas du tout en accord avec la conclusion, je pense que ce que j'en tire, c'est plus, voilà quelqu'un qui est pas d'accord avec ma vision des choses. Il fait un état des lieux qui est juste, mais il m'a pas fait changer d'avis, quoi. Pareil, c'était un angle d'approche sur, certaines choses qui était intéressant, sur les résistances aux changements sociétaux, par exemple. J'aurais jamais pensé à cette histoire d'ancrage, pour lutter contre une panique existentielle. Mais pareil, la conclusion, ben non, je suis pas d'accord avec lui qu'il y a pas de solution, c'est pas vrai, trop pessimiste et sa solution de ne pas faire d'enfants et d'arrêter la race humaine, je la rejette complètement parce que je pense qu'on peut tout à fait, aller trouver un petit peu de la joie quand même dans notre existence, il y en a et il l'a pas remarqué visiblement, ou en tout cas pas assez. Mmh, ouais. S'il y a des gens qui pensent que c'est vraiment la solution, dites-le nous. Peut-être qu'il y a aussi des gens qui ont d'autres textes pour plus explorer ça. Parce que moi, c'est pas du tout une philosophie, on va dire, que je connaisse. Je serais potentiellement intéressé à lire d'autres choses qui prendraient plus un contre-pied à la psychologie moderne, mais en étant vraiment argumenté. Donc si vous voulez nous dire ça, vous pouvez aller sur notre site internet, tâche-2-t.fm. De là, il y a tous les réseaux sociaux pour nous trouver. Si vous écoutez ça sur YouTube, mettez un like et puis abonnez-vous si ça vous intéresse. Le plus important, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à aller en parler autour de vous pour, qu'on puisse se faire connaître. Et puis à la prochaine fois. Et ben, c'était la poste. Ah, c'était pas, des scouts pour te vendre des cookies. Et non.